Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un vrai monument de la littérature d'aventure, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est l'histoire, vous le savez, d'un pari complètement fou, d'un gentleman anglais qu'absolument rien ne perturbe et d'un voyage à une vitesse incroyable qui a fasciné des générations et des générations de lecteurs. Alors on va plonger là-dedans pour comprendre ce qui rend ce roman si spécial. Voilà un peu le programme qu'on va suivre. On va d'abord s'intéresser au pari qui lance toute l'histoire. Ensuite, on se penchera sur la personnalité très particulière de Phileas Fogg. Après ça, on verra son duo incroyable avec Passepartout. On explorera aussi comment le roman est vraiment le reflet de son époque. Et puis, on terminera sur la question clé, qu'est-ce que Fogg a vraiment gagné à la fin? Allez, on y va. Alors, tout commence ici. Et attention, pas sur un bateau, pas dans un train, non, non, mais dans le calme feutré d'un club de gentlemen à Londres. C'est une simple conversation, presque banale, qui va absolument tout déclencher. Pour bien saisir l'enjeu, c'est super important de se remettre dans l'ambiance de l'époque en 1872. C'est un moment de fascination totale pour le progrès, pour les nouvelles technologies, pour l'exploration. Le monde, tout d'un coup, semble plus petit, plus à portée de main. Cette illustration d'époque, elle capture parfaitement cet état d'esprit. L'être humain face à un monde immense, mais qu'il peut enfin commencer à maîtriser. Et là, on arrive au cœur du sujet, au moteur de toute l'histoire. 20 000 livres sterling, c'est juste énorme. Pour se donner une idée, aujourd'hui, ça représenterait plusieurs millions d'euros. C'est une fortune absolue. Phileas Fogg met littéralement la moitié de ses biens sur la table, sur une idée qui paraît complètement dingue à ses collègues. C'est cet enjeu gigantesque qui donne toute sa tension au récit. Et voilà, la phrase. La phrase qui met le feu aux poudres, prononcée avec un calme olympien, mais c'est une véritable détonation. Ce n'est pas juste un coup de tête, c'est un défi lancé à la face du monde. C'est l'affirmation d'une confiance totale dans la capacité de l'homme à maîtriser le temps et l'espace. L'aventure peut commencer. Ok, un défi pareil, c'est fou. Mais alors, qui est cet homme capable de le relever ? On va s'intéresser maintenant à notre personnage principal, et la grande question qu'on se pose tout au long du livre, c'est simple. Phileas Fogg, et c'est un homme ou une machine ? Ce qui est très malin de la part de Jules Verne, c'est qu'en fait, il ne nous dit presque rien sur Fogg. Le texte le décrit comme un personnage énigmatique. On ne sait rien de sa famille, on ne sait pas d'où vient son argent. Ce mystère est essentiel parce qu'il nous captive. On se demande tout le temps, est-ce que c'est un héros ou est-ce qu'il y a quelque chose de louche chez lui ? Et cette question nous tient en haleine. Mais regardez-moi cette routine, c'est incroyable de précision. Sa vie est une véritable horloge suisse, à tel point qu'il renvoie son domestique parce que l'eau pour sa barbe n'est pas à la bonne température. Cette exactitude presque inhumaine fait de lui l'homme parfait pour un défi contre la montre. Il ne perd pas une seule seconde. Et cette phrase, elle résume tout. Fogg n'est jamais, mais alors jamais pressé, jamais stressé. Il ne court pas, il calcule. C'est sa maîtrise totale de lui-même et de son agenda qui lui donne cette assurance. Il ne lutte pas contre le temps, non, il l'accompagne avec une précision mathématique. Bon, Fogg n'est pas seul dans cette aventure, et heureusement. Le jour même du pari, figurez-vous qu'il engage un nouveau domestique, un Français. Et c'est là que tout le génie de Verne explose en créant un des duos les plus mémorables de la littérature. Et là, c'est le jour et la nuit. Vraiment, tous les opposent. D'un côté, Fogg, le silence, l'ordre, le sang-froid anglais. De l'autre, Passepartout, le bavardage, l'improvisation, l'émotion à la française. Passepartout a eu moult vies, il a été acrobate, pompier, il cherche juste un peu de calme. Il pense à l'avoir trouvé chez cet homme qui ne sort jamais. Quelle ironie! Ce contraste permanent, c'est une source d'humour et d'énergie incroyable pour le récit. Imaginez la scène. Fogg lui annonce qu'ils partent, tout de suite. La réaction de Passepartout, en fait, c'est la nôtre. Il est ahuri, stupéfait, il n'en croit pas ses oreilles. Ce petit murmure, le tour du monde, nous montre à quel point il est sous le choc. Il pensait avoir signé pour une vie tranquille, et il se retrouve embarqué dans l'aventure la plus folle qui soit. En fait, le rôle de Passepartout est absolument clé. C'est simple, c'est nos yeux et nos oreilles dans cette histoire. Il pose les questions qu'on se pose, il s'inquiète, il s'émerveille. Face à la froideur quasi robotique de Fogg, c'est lui qui apporte la chaleur, l'humanité et bien sûr une bonne dose d'humour. C'est grâce à lui qu'on s'attache à ce voyage. Allez, on passe à la suite. Parce que oui, il y a un troisième personnage principal dans ce roman. Et ce n'est pas une personne, c'est le monde lui-même. Un monde en pleine transformation grâce à la technologie du 19e siècle. Cette phrase, qu'on entend au tout début du livre, elle est centrale.
Pour les gens de l'époque, c'était une révolution, une réalité palpable. Avec les nouvelles inventions, les distances donnaient l'impression de fondre. Le monde devenait un espace qu'on pouvait mesurer, calculer, traverser. Le Paris de Fogg, c'est le symbole ultime de cette nouvelle vision du monde. Et pour cette conquête du temps, il y a des outils, des technologies révolutionnaires, les chemins de fer qui traversent les continents, les paquebots à vapeur qui n'ont plus peur des océans, et le télégraphe qui permet de communiquer presque en temps réel. Jules Verne ne les utilise pas comme un simple décor, ce sont des personnages à part entière de son histoire. Sans eux, pas de voyage. Et c'est ça qui est génial chez Verne. Son style est presque scientifique, on pourrait dire. Le livre est rempli d'horaires ultra précis, de calculs de distance, de noms de compagnies de transport. Toute cette avalanche de détails techniques donne une impression de réalisme bluffante. On n'a pas l'impression de lire un conte, mais plutôt de suivre le reportage d'un véritable exploit. Bon, nous voilà à la fin du voyage. Fogg rentre à Londres et il pense avoir tout perdu. Il a raté son pari pour 5 petites minutes, il a perdu sa fortune, alors tout ça pour rien. Et là, attention, coup de théâtre, un coup de théâtre qui repose sur un fait scientifique bien réel. Comme il a toujours voyagé vers l'Est, il a suivi le mouvement du Soleil. Il a donc gagné quelques minutes à chaque fuseau horaire traversé. Et au bout du compte, en faisant le tour complet du globe, eh bien ça fait pile 24 heures. Il n'est pas arrivé en retard, il est arrivé avec presque un jour d'avance. Mais en réalité, l'argent du pari, ce n'est qu'un détail. Parce que sa plus grande victoire, ce n'est pas ça du tout. Le vrai trésor, c'est sa rencontre avec Mrs. Aouda, cette jeune femme qu'il sauve en Inde au péril de sa propre vie. Le texte est très clair. Le gain matériel ne pèse rien face au bonheur humain qu'il a trouvé. Et voilà la vraie morale de l'histoire. C'est que ce voyage a complètement transformé Fogg. L'homme-machine, cet automate qui vivait une vie programmée à la seconde près, a découvert l'imprévu, le danger, le dévouement et finalement l'amour. Il est parti pour prouver au monde qu'il pouvait le maîtriser, il revient en ayant découvert qu'il avait un cœur. Allez, on se quitte sur une dernière question, juste pour la réflexion. Au début du livre, Fogg semble totalement prisonnier de son emploi du temps obsessionnel. Mais en maîtrisant le temps à ce point, en comptant chaque seconde, n'a-t-il pas, au final, atteint une forme de liberté absolue? C'est une question qui reste ouverte et qui montre toute la profondeur de ce chef-d'œuvre. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.